Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Il paraît que c'est votre 100e livre. Ah non, on est très au-delà. Très au-delà. Combien? Au-delà de 150, je crois. Vous les comptez plus? Non, je ne fais pas le calcul. 150 livres. Oui. Et ça va, vous le vivez bien? Ah oui. Oui. Oui, oui. Bon. Vous retracez donc dans ce livre qui paraît aujourd'hui l'histoire des penseurs de l'Antiquité à travers les grandes batailles des idées. Qu'est-ce que Platon ou Pythagore, par exemple, ont encore à nous apprendre? Beaucoup de choses. Je propose effectivement une histoire philosophique de l'Occident. J'entends des gens nous dire que l'Occident n'existe pas, que la France aurait commencé avec la Révolution française. Non, même pas avec la Révolution française, avec liberté, égalité, fraternité. Là, vous faites référence à des propos de Jean-Luc Mélenchon, c'est ça? Par exemple. Oui. Et toute la France insoumise, qui estime que la France commence en 1792. Je rappelle que la République, c'est pas 1789. Si elle commence en 92, la République, ça veut dire qu'il n'y a pas de Révolution française, il n'y a pas de prise de la Bastille, il n'y a pas de nuit du 4 août, il n'y a pas de déclaration des droits de l'homme, ça n'a pas de sens. Et donc, je voulais dire, il y a un Occident, je vais en faire l'histoire, je ne suis pas historien, en revanche, je peux être historien des idées, et je dis, ce que vous faites aujourd'hui, votre façon de manger, de penser, de parler, de vous habiller, etc., procède d'une civilisation qui a plus de 2000 ans. Et les racines de cette civilisation sont gréco-romaines. Donc quand vous me dites, par exemple, Pythagore, eh bien moi je vous réponds Sandrine Rousseau. Et quand Sandrine Rousseau, par Quel est le exemple... rapport entre Sandrine Rousseau et Pythagore? Ah, je ne l'avais pas vu venir celui-là. Eh bien, vous voyez, quand elle fait une polémique intéressante d'ailleurs, au demeurant, sur la question du barbecue et de la viande grillée qui serait indéfendable parce que... Et elle nous reprend des arguments qui sont ceux de Pythagore, par exemple, ou de tous les néoplatoniciens qui sont des végétariens. Donc les végétariens, les véganes, et puis de l'autre côté, les cyniques, par exemple, qui mangent de la chair crue, voire de la chair humaine, qui nous donnent deux façons d'être, de façons de faire. Platon, vous me dites... Ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'a rien inventé Non, aujourd'hui. rien. Nos débats d'aujourd'hui étaient ceux d'il y a 2000 ou 2500 ans. Ce plateau-là, par exemple, je pourrais vous dire qui est qui renvoie à Platon. Qui était le Zuckman il y a 2000 ans? Par exemple, Taxer les riches. Platon, par exemple, dans sa République, il nous propose un communisme intégral qui nous fait savoir que ça s'appelle de la justice, mais qu'il y a une espèce de pyramide avec le philosophe roi au sommet, avec les gens qui travaillent à la base, avec les soldats qui sont entre deux. Et on voit bien, là, on nous parle d'arrêter les riches à l'aéroport pour les faire payer, etc., etc. Ça, c'est le communisme, il est inventé avec Platon. Et d'autres, Zénon par exemple, ou même Diogène, qui ont fabriqué des républiques communistes à cette époque-là. Et d'autres qui sont des libéraux ont aussi des racines dans la philosophie antique, bien sûr. Vous écrivez, Michel Onfray, que l'Occident et ses valeurs, la raison, le progrès, la science, sont aujourd'hui combattus, détestés, honnis, méprisés et vilipendés par de nouveaux barbares. Qui veut la peau de l'Occident? Tous ceux qui détestent le drapeau français, par exemple, à commencer par ceux qui préfèrent le drapeau européen et à finir avec ceux qui arborent le drapeau palestinien. Je pense que nous avons... On n'est pas dans les raccourcis, là? Non, ou de le drapeau ukrainien, si vous voulez. Un drapeau qui n'est pas le drapeau français, si vous préférez que je dise comme ça. Moi, je pense que le drapeau signifie la nation. Et si on agite un autre drapeau, ça veut dire qu'on est contre cette nation, quelle que soit la raison. On ne peut pas soutenir l'Ukraine aujourd'hui et avoir des valeurs occidentales telles que définies la raison, la science, le progrès. J'ai pas dit ne pas soutenir. Vous me parlez des drapeaux. Moi, après, je peux parler du soutien, si vous voulez. Je crois au symbole. Je crois à la force d'un symbole. Il y a des gens, d'ailleurs, qui, pendant la résistance, se sont fait tuer pour le drapeau bleu-blanc-rouge et pas pour le drapeau européen ou européiste aujourd'hui. Donc, on peut très bien défendre l'Ukraine, ça, je le conçois tout à fait, mais je ne conçois pas qu'on puisse y pavoiser, comme on dit, c'est-à-dire mettre des drapeaux étrangers sur les édifices de la République française, quels que soient les drapeaux étrangers. J'ai entendu qu'on avait également interdit les drapeaux israéliens. Je pense exactement la même chose. Je pense que les mairies sont faites pour être pavoisées aux couleurs de la France. Et uniquement de la France. Oui. Oui. Vous consacrez un chapitre à la vérité, à sa recherche par les philosophes. Ça, c'est le thème éternel, l'un des thèmes éternels de la philo. Forcément, on le lit, ce chapitre, au travers de nos débats actuels sur ce qu'on appelle la post-vérité, c'est-à-dire la manipulation de l'opinion, la montée en puissance des réseaux sociaux, le règne de l'opinion où tout se vaut. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui vous inquiète? Ah oui, c'est plus qu'inquiétant. Surtout avec une jeune génération. Moi, j'ai l'âge qui m'a permis de rencontrer des vieux maîtres, à commencer par mes vieux instituteurs républicains, qui m'ont appris la vérité, l'erreur, le bien, le mal, le vrai, le faux. Enfin voilà. Vous dites la jeune génération. Donald Trump, qui est l'un des maîtres en post-vérité, c'est pas tout à fait un ado. Non, ça c'est sûr. Non. Non, il y a aussi des vieux crétins et il y a des jeunes crétins aussi. Enfin, je veux dire que le temps ne fait rien à l'affaire. La crétine, quand on est con, etc. Je vois que vous citez les bons auteurs. Mais non, c'est une idée qui peut être reprise par des cyniques, par des fourbes, comme les hommes politiques. Il n'y a pas que Trump. Hein. Vous considérez que ce combat, il est perdu? Oui. Aujourd'hui, qu'on va vers une ère où chaque opinion vaudra les faits et même dépassera les faits? Ah mais c'est déjà le cas.
C'est-à-dire que vous avez une inculture qui est assez généralisée, d'autant qu'à l'école, on apprend à ne rien savoir. On apprend des savoirs inutiles. Pourquoi vous dites ça? Bah, parce que moi, mon père était ouvrier agricole. Quand il a quitté l'école à 12 ans, il savait lire, écrire, compter, penser. Voilà. Il a passé sa vie à travailler et il n'a jamais fait une erreur de raisonnement. Il n'a pas fait de paralogisme, de sophisme ou de choses comme Mais ça. on peut être très bon en maths, très bien parler français et mal raisonner, ou l'inverse. Ah oui, oui, non, mais là, je vous parle de l'individu de base qui, à l'époque, quand il sortait de l'école républicaine, savait. Je peux parler de mon père en disant que j'en fais un modèle en disant tous les petits garçons et toutes les petites filles qui étaient avec mon père à l'école étaient dans le même cas. Ils connaissaient des poèmes, ils étaient capables de parler de géographie, d'histoire, ils étaient capables de savoir que, je sais pas, que Victor Hugo, c'était pas un footballeur, mais que c'était un écrivain, ils étaient capables, etc., etc. Aujourd'hui, les enfants savent qu'on peut changer de sexe, ils savent qu'il faut trier les poubelles, ils savent qu'il faut faire attention au réchauffement climatique, tout ça est formidable. C'est important, non? Non, pas à l'école. Non? Je veux dire, ça, c'est de l'éducation parentale. Vous pouvez expliquer un tas de choses à vos enfants à la maison, parce que ça, c'est vous qui décidez avec votre famille ce que vous devez transmettre comme type de valeur à vos enfants. Mais l'école, ça s'appelle l'instruction publique, hein, ça s'appelait jadis l'instruction publique. Parce que si ça se fait au détriment des fondamentaux, vous savez, le cerveau, ça dure pas longtemps chez un individu. Vous le fabriquez dans quelques temps. Moi, j'ai 3 petits-enfants et je vois comment se fabriquent et se constituent les petits-enfants. Puis à un moment donné où c'est terminé. Le cerveau qu'on a, on n'en change pas. Et on va rien ajouter, sauf si on travaille 10 heures par jour avec son cerveau jusqu'à la fin de son existence. Mais sinon, ça s'encroute assez rapidement. Vous parliez des drapeaux palestiniens et israéliens il y a quelques instants. Hier soir sur BFM, Emmanuel Macron a expliqué pourquoi il avait fait le choix de reconnaître un État palestinien. Il a dit « J'avais plus le choix, le temps pressait en quelque sorte entre la destruction de Gaza d'un côté et la colonisation qui s'accélère en Cisjordanie. Si on ne reconnaît pas la Palestine aujourd'hui, on ne le fera jamais. » Est-ce que vous comprenez sa démarche? Est-ce que vous l'approuvez? Non, c'est pas. Enfin, il y a une démarche essentiellement narcissique et égotiste chez ce monsieur. Donc il y a pas la Il l'a fait pour qu'on parle de lui? La politique est à son service et il n'est pas au service de la politique. Donc il y a des gens qui pensent que quand on est élu, on a des devoirs. Lui, il pense que ça lui donne des droits. Et donc effectivement, voilà quelqu'un qui n'a aucune légitimité. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il a été élu, c'est après avoir trahi le peuple en disant qu'ils auraient le choix entre le général de Gaulle et Adolf Hitler. Il a gagné l'élection Oui, c'est ce que dans je vous les deux dis. cas. Ouais, C'est ouais, ce ouais. que je vous dis. Et je vous dis dans des conditions médiatiques, intellectuelles, je ne parle même pas morales ou éthiques, mais qui sont assez douteuses. Mais le reste, il les a toutes. Pourquoi douteuse, pardon? J'essaie de comprendre ce que vous dites. Vous savez bien, je veux dire, quand même, il y a toute une idéologie qui nous dit que Marine Le Pen est fantastique, elle aime les chats, qu'elle est gentille, on l'invite à la télévision, on fait des émissions d'1 heure, etc. Et puis, bizarrement, entre les deux tours, les nazis, c'est Adolf Hitler, on s'en va à Oradour-sur-Glane et on s'en va visiter le musée de la Shoah. Alors, faut savoir, où la télévision invite des nazis pendant 5 ans à la télévision, ou alors elle n'est pas nazie et on la nazifie parce qu'on en a besoin pour pouvoir faire sortir, comme par hasard, au bout de l'entonnoir, le candidat maastrichtien. Je rappelle que tous ces gens qui descendent dans la rue, dont on a vu les visages là sur vos écrans, c'est-à-dire la CGT, la CFDT, etc. Ils votent tous pour le même personnage. Ça, pour vous, c'est la rupture. Quelle rupture? Maastricht. C'est une première rupture parce Ouais. qu'on a menti aux gens sur un projet de société. Mais on peut se tromper quand on dit vous avez le choix entre le nationalisme qui est la guerre, la misère, la pauvreté, etc. Puis de l'autre côté, l'Europe qui sera le bonheur, etc. des peuples. Si vous n'êtes pas très avisé, vous avez le droit de subir la propagande. Mais en 2005, quand les gens n'avaient plus à choisir entre une idée et une autre idée, mais avaient à choisir entre une idée et la réalité de cette idée appliquée, pardon, et bien ils ont dit ah ben non, en 2005 on n'en veut pas, c'est plus de ça, hein, c'est pas ça qu'on a souhaité. Et je rappelle que on peut être contre l'Europe de Maastricht parce qu'elle est de Maastricht, mais pas parce qu'elle est Europe. Moi je ne connais que des Européens. Je ne connais personne qui dise l'Europe est une mauvaise chose. Donc là, à partir de ce moment-là, en 2005, les gens disent massivement on veut pas de cette Europe-là, mais on veut bien d'une autre. Ouais. Vous êtes des nationalistes, des fascistes, etc. Il se passe quoi en 2008? La vraie rupture, elle est là. Et c'est le traité constitutionnel, c'est le traité de Lisbonne. Quand les présidents, enfin quand la gauche et la droite maastrichtienne disent le peuple a mal voté, on met son vote à la poubelle et on va faire voter le Congrès, c'est-à-dire les représentants du peuple contre le peuple. C'est là qu'est la vraie fracture. Je reviens parce qu'on s'est un tout petit peu éloigné de ma question de départ sur la reconnaissance de la Palestine. Vous nous dites c'est une question d'ego d'Emmanuel Macron. On peut vous suivre ou ne pas vous suivre, mais sur le fond, sur la reconnaissance de la Palestine, il y a aujourd'hui 143 États, c'est-à-dire les 3/4 des États de l'ONU qui la reconnaissent. Tous se trompent. Quand vous avez des États musulmans, ils ont intérêt à reconnaître la Palestine. La Belgique qui vient de le faire, le Oui. Portugal, l'Australie, le Oui. Royaume-Uni. Qui ont des relations à l'islam qui pourraient nous permettre de disserter assez longuement. Les donc, 143 sont oui, pas... oui. Non, mais moi je suis pour qu'il y ait un État palestinien un jour. Mais pas quand Mais il pas y a des maintenant. otages. Non, pas quand il y a des otages aujourd'hui, vous vous rendez compte? C'est une prime donnée au Hamas, c'est le Hamas qui l'a dit. Le Hamas a dit c'est formidable, merci beaucoup.
Donc moi je veux bien qu'on s'en vienne nous dire, mais ça c'est Orwell, vous savez, quand vous faites la guerre c'est la paix, quand vous êtes dans le Il y a mensonge dans le c'est pour la plan qui a été vérité. présenté à New York et signé par des dizaines et des dizaines d'États, la reconnaissance de la Palestine, puis la démilitarisation du Hamas, puis Non, non, je rappelle que puis une solution à deux États. oui, oui, Et la solution à deux États, le Hamas n'en veut pas. ben, ça n'a pas été puis. Il est même inscrit dans sa charte qu'ils sont contre Oui, l'État d'Israël. mais j'entends bien que quand vous dites puis, pas du tout. C'est Macron lui-même qui a dit si, alors. Il a dit si on libère les otages, si on démilitarise, si alors il y aura une Palestine. D'accord. Moi, je souscris à ça. Et puis, quelques temps plus tard, c'est du Macron, il nous dit, bon, il n'y a plus de conditions, j'arrête les conditions, je le fais quand même. C'est ça qui me fait penser qu'il y a du narcissisme dans cette aventure, parce qu'il n'a pas grand souci des otages. Et puis, le reste viendra par la suite, de surcroît. Non, ça n'en viendra pas de surcroît. D'ailleurs, regardez, il n'y a pas eu beaucoup de fêtes le soir, le 22 au soir dans les rues. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui descendaient avec le Vous voulez dire drapeau en France ou là-bas? Non, en France. Là-bas, je sais pas. Tant mieux, non? J'ai pas vu beaucoup. Non, mais tant mieux, n'importons pas des fêtes. Des fêtes. Je dis pas du bazar et de foutre le feu. Non, mais quand je dis tant non, mieux, mais des gens qui se réjouissent. Mais moi, je suis pour les manifestations. Se réjouir ou même dénoncer quelque chose sans chercher à importer un conflit ici. J'entends bien. Je voulais juste aller au bout de mon idée, juste pour vous dire que si les gens ne se sont pas réjouis, c'est que pour eux, c'est le Tour de France et qu'il y a plusieurs étapes. Là, ils ont gagné une étape. La prochaine étape, c'était, Macron l'a dit lui-même, l'ouverture d'une ambassade. Et puis après, il y aura ceci, puis il y aura cela, etc. Eux, ils sont en train de mener une longue guerre. Ils ont de toute façon l'éternité pour eux. Et il y a un tas de gens aujourd'hui qui disent, on continue le combat. Ça ne nous suffit pas. Macron, il pense qu'en donnant ça, il obtiendra quelque chose de gens qui ne lui donneront rien sur ce terrain. J'essaie de comprendre ce que vous dites. Il obtiendra quoi de Moi, qui? je suis pas clair. Non, c'est moi qui pose des questions. Vous inquiétez pas. Mais je vais obtenir un certain nombre de choses, notamment la paix civile en France. Ça, c'est quelque chose qui doit l'obséder. C'est-à-dire, il reconnaît la Palestine pour obtenir la paix civile en France. Écoutez, pourquoi est-ce qu'il n'a pas défilé contre l'antisémitisme, par exemple, il y avait une manifestation qui permettait de lutter contre l'antisémitisme. La question lui a été reposée hier. Il a dit que ce n'est pas la place d'un président de la République. C'est quoi la place d'un président de la République? De faire des fiestas le jour de la fête de la musique avec des garçons dénudés ou ce genre de choses. Il y a plein de moments où c'est d'être sur un jet ski en couverture de Paris Match. Il y a plein de moments, il n'y a pas beaucoup de leçons à donner en disant que la place du président de la République, ça va bien quand on est le général de Gaulle, de jouer le symbolique et de dire la place du président de la République. Il y a 10 histoires comme ça où on pourrait dire au président de la République, ça n'est pas votre place, un président ne devrait pas faire ça. Bon, on entend vos désaccords et même un peu plus que ça avec Emmanuel Macron. Hier soir, il a dénoncé l'antisémitisme en France, l'antisémitisme qui gagne dans les collèges, les lycées, à Sciences Po. Il a cité ces lieux-là et il a pointé la responsabilité des discours d'extrême gauche. Sur ce point-là, vous êtes sur la même ligne que lui. Oui, mais enfin, c'est cause toujours. Il a le pouvoir. Moi, ce qui m'étonne depuis que j'ai l'âge de concevoir... Vous voudriez qu'il fasse quoi? Qu'il agisse. C'est-à-dire? Qu'il fasse. C'est lui qui a le boulot. Moi, je suis pas président de la République. Je le serai, je sais ce que je ferai. Vous feriez quoi? Non, c'est pas le problème. Si vous êtes en train de me questionner sur Macron, j'essaie de vous répondre. Je dis simplement qu'il a le pouvoir et que le pouvoir ne passe pas que par ce qu'on appelle le performatif. Vous savez, le performatif, c'est je vous déclare mari et femme. C'est le maire qui dit ça et d'un seul coup, vous êtes mari et femme. Le prêtre qui dit ça, lui, il dit voilà, j'ai créé l'État de la Palestine. D'ailleurs, où? Quand? Comment? Dans quelle frontière? Pas demander à Mme Panot, elle ne sait pas si c'est à l'est ou à l'ouest du Jourdain. Mais on ne sait pas dans quelle Mais vous considérez, comme le chef de l'État hier dans son discours, que le principal antisémitisme, peut-être depuis le 7 octobre en tout cas, vient de la gauche de la gauche? Il est où ailleurs? Il n'y en a pas d'autres en France d'antisémitisme? Il y a une année de ça, au moment des législatives, vous vous souvenez comme moi, Michel Onfray, ces candidats du Rassemblement national qui tombaient les uns après les autres parce que l'un avait posté une photo de choses d'une quenelle par exemple, un autre ayant tenu des propos antisémites. Cet antisémitisme-là, il n'existe plus. Il y a des antisémites partout. C'est-à-dire, il y en a là aussi, et je le sais, puisque l'une des candidates du Rassemblement national qui s'était faite photographier avec une casquette de Waffen-SS, elle était de la circonscription qui est la mienne. Ça existe des deux côtés. Oui, je dis simplement que quand vous faites de la sociologie, on peut toujours chercher le chien galeux en disant, voilà, moi je pense en termes de parti, je dis Marine Le Pen a-t-elle jamais été condamnée, par exemple, pour antisémitisme? Voilà. Et quand il y a de nombreuses reprises, mais vous considérez qu'elle a fait le job, son père, mais le parti, vous aviez un député socialiste ici, là, tout à l'heure, personne ne va parler de la francisque de François Mitterrand. Quand vous avez des députés communistes, personne ne leur parle du pacte des Germano-soviétiques. Hitler est mort. Il faudrait que les gens le sachent. Hitler est mort. Et Jean-Marie Le Pen aussi.
Moi, j'ai écrit 80 000 signes dans ma revue qui s'appelle Front Populaire contre Jean-Marie Le Pen pour montrer qu'il était d'extrême droite, véritablement, et pourquoi il l'était, et quand il était antisémite, et de quelle manière il l'était. On peut le voir, 80 000 signes, c'est un petit livre, si vous voulez. Eh bien, je dis simplement, si Marine Le Pen est antisémite, montrons-le avec des casiers judiciaires qui permettront de voir qu'elle l'est véritablement. Donnons-nous des propos. Donnons-nous les propos qu'elle aurait pu tenir, des textes dans lesquels elle aurait pu dire. Vous avez un monsieur Lemire, je crois, et un autre qui ont fait un jour un papier dans Le Monde où ils ont dit qu'il y avait un bon antisémitisme, c'était celui de gauche, et un mauvais antisémitisme, c'était celui de droite. Le Monde a publié ce genre de choses. Il y a des antisémites de gauche qui disent que c'est une bonne chose de l'être antisémite. J'ai fait un livre qui s'appelle L'autre collaboration, qui montre que la totalité ou presque du XXe siècle philosophique a été antisémite sous prétexte d'antisionisme. Alors je veux bien qu'on dise détourner le regard. On a trouvé une candidate dans la 3e circonscription de l'agglomération. Il n'y en avait pas qu'une. Donnez-moi 5. Ah pardon, j'ai plus les... oui, mais vous voyez. Les non, mais je veux dire, il y a un chien galeuse, d'une chienne galeuse, en l'occurrence. Et puis on dit, vous avez vu, le Rassemblement national, c'est ça. Je rappelle que Marine Le Pen a changé le nom de son parti et qu'elle a mis son père à la porte. Moi, je vote pas pour cette dame. Moi, je veux que les gens... je suis pour la sortie de l'Europe, de Maastricht, de Schengen, etc. Pas Marine Le Pen. Donc, ne me faites pas dire que je vais voter pour cette femme. J'ai rien dit, c'est vous qui êtes venu naturellement là-dessus. C'est une formule, vous savez, de dire, ne me faites pas dire. Donc, je ne roule pas pour cette personne, je roule pour la vérité. Nous parlions de vérité, de post-vérité tout à l'heure. On voit des fascistes là où ils ne sont pas, et là où ils sont, on ne les voit pas. On voit de l'antisémitisme dans la candidate du Rassemblement national, et on nous dit c'est donc le Rassemblement national tout entier. Et là où vous avez en permanence la France insoumise qui n'arrête pas de tenir des propos antisémites, on est en train de dire il n'y a pas que. Je veux bien qu'il n'y ait pas que, mais qu'on nous fasse la démonstration qu'il est ailleurs, l'antisémitisme. Et vous ne me ferez jamais estimer qu'il y a un bon antisémitisme et un mauvais antisémitisme. C'est toujours un mauvais, l'antisémitisme. C'est toujours mauvais, c'est jamais défendable. On parlait tout à l'heure de ce que les philosophes de l'Antiquité auraient peut-être dit aujourd'hui de la taxation des plus riches, des injustices, etc. Il y a un sondage qui a marqué l'opinion ces dernières semaines, vous l'avez sans doute vu, sondage commandé par le PS, qui dit qu'il y a 86% des Français qui aujourd'hui sont pour la taxe Zuckman. Comment expliquer ce chiffre dans une France qu'on dit de plus en plus à droite? Non, mais ça c'est pareil, je trouve que l'idée que la France serait à droite juste parce qu'elle dit on aimerait un peu de... Normalement, je suis peut-être un peu simpliste, quand on est de droite, on n'aime pas trop les impôts. Normalement. Oui, je sais pas. Vous allez me trouver basique, peut-être caricatural, mais... Non, moi je connais... Et là, on voit que même les électeurs de droite, à 80-90%, ils disent qu'il faut taxer davantage les plus riches. La droite, la gauche, c'est quoi dans cette aventure quand, je sais pas, quand Édouard Philippe, quand Gabriel Attal invite à voter pour le Parti communiste, ou quand Xavier Bertrand demande à voter pour le Parti communiste, c'est quoi la droite, la gauche? Pour moi, il n'y a pas la droite, la gauche. Il y a les souverainistes et ceux qui ne le sont pas. Il y a les gens qui pensent au peuple et les gens qui n'y pensent pas. Il y a les gens qui défendent le petit peuple et il y a ceux qui font de l'idéologie. Moi, je veux bien taxe ceci ou taxe cela. On fait quoi avec les petites gens? On ne parle jamais de ces gens-là. Je lis dans la presse aujourd'hui une personne qui disait « j'ai 30 € pour manger dans ma semaine ». Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Il y a plus de droite et de gauche aujourd'hui, le débat, il est non, je dis qu'il y a toujours de la gauche, souverainiste. ils font semblant de ne pas s'entendre, mais je veux dire, le PS serait au pouvoir, il ferait exactement la même chose que ce que font ceux qui sont au pouvoir. Le pouvoir gouverne comme les gouvernés gouverneraient s'ils avaient le pouvoir, disait Jean Giono quand il préfaçait Machiavel en Pléiade. Eh bien, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai l'âge de les avoir vus, droite-gauche, droite-gauche. Qu'est-ce que vous voyez comme différence entre Sarkozy et Hollande, entre Juppé et Laurent Fabius, entre Mitterrand et Chirac? Rien, aucune différence. D'autant que quand vous aviez la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, en 93, il y a des gens qui disent, on les appelle les enragés, on n'a pas de quoi manger. On n'a pas de quoi donner à boire à nos enfants, du lait à nos enfants, on n'a pas de chandelle pour s'éclairer. Eh bien, on est dans cette situation-là, une situation où les gens nous parlent de taxes, d'impôts, etc. Mais on ne verra rien. C'est-à-dire quand la gauche, elle taxe pour fabriquer des postes inutiles, des bureaucraties qui ne sont pas nécessaires. Moi, j'ai envie, quand je vais à l'hôpital, qu'on s'occupe des gens malades. J'ai pas envie qu'on passe par 10 fonctionnaires qui vont faire des papiers pour expliquer qu'ils ont bien reçu quelqu'un, qu'ils vont envoyer à quelqu'un qui va dire qu'il a reçu, quelqu'un qui va envoyer en consultation pour pouvoir prévoir un rendez-vous qui lui permettra... C'est la bureaucratie. Merci Michel Onfray. Ça s'appelle Déambulation dans les ruines. Ça paraît aujourd'hui chez Albin Michel. Je signale que vous faites partie des essais sélectionnés cette année pour le prix Renaudot qui sera remis dans quelques semaines. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de 60 minutes.